Dans ce nouvel épisode, j'invite Caroline Francia. Caroline travaille avec les startups à aller vendre à l'international. Elle va nous expliquer pourquoi aller à l'international le plus rapidement possible est fondamental. On aborde avec elle le nouveau paradigme du métier de la vente, les astuces pour performer dans sa prospection et dans son développement à l'étranger. Pour Caroline, c'est simple, les entreprises françaises ont un énorme potentiel, mais ont tendance à l'exploiter seulement sur le marché français, qui est un marché complexe, avec de nombreuses barrières à l'entrée. La prospection sur le marché mondial doit donc être bien ciblée et ne rien laisser au hasard. Si le podcast vous plaît, je vous invite à suivre ma newsletter, Les Chroniques de la Vente, et à aller sur mon site web vive.fr qui est une technologie pour enregistrer, analyser et entraîner vos commerciaux autour de leurs rendez-vous par visioconférence. Nous pouvons aussi vous proposer des coachs qui peuvent vous aider à analyser ces rendez-vous et à faire progresser vos équipes. Très bon épisode à vous. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Francia. Caroline, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Caroline, je vais te demander, comme tous les invités, de commencer l'épisode en te présentant et en nous expliquant ce que tu fais aujourd'hui comme activité. Alors aujourd'hui, je suis la fondatrice de Hypercute First, qui est en fait une société qui accompagne start-up et scale-up européennes dans leur go-to-market stratégie en travaillant en fait l'architecture du revenu avec l'ensemble des départements de la société. Donc ça veut dire bien sûr le département des ventes, mais pas que. On travaille aussi avec le customer success, le marketing, le produit, les pre-sales qui peuvent faire partie de la vente, mais qui ont aussi un rôle très transverse et très difficile entre le produit et la vente. J'ai monté Hypercute First depuis, donc ça fait 1 an maintenant, puisque c'était avril 2020, plein Covid. Après une expertise d'à peu près 15 ans dans différentes boîtes, principalement américaines d'ailleurs, qui vont de grosses boîtes comme Oracle, Computer Associates, BMC, à plus petites comme Sprinklr, Datadog, Confluent, qui avait cet esprit startup scale-up. D'accord. Bah, écoute, merci pour cette présentation simple et efficace. Les entreprises dans lesquelles tu as travaillé, tu avais un poste dans la vente, c'est ça? Ouais, donc je vais pas dire j'ai tout fait, mais j'ai commencé inside sales. Je pense qu'à l'époque, à cette époque-là, le SDR ou BDR n'existait pas forcément encore. J'ai fait de l'inside sales, petit compte, inside sales grand compte. J'ai fait du grand compte. Enfin, j'ai principalement un background, on va dire, grand compte de manière générale. J'ai fait du Sud-Europe. Je suis partie aux États-Unis. J'ai fait du nouveau logo. J'ai fait de l'existing business, du global. J'étais directrice commerciale et j'étais RVP de région aussi. Ouais, donc tu as une bonne vision à 360 de beaucoup de fonctions dans la vente. Euh, on va en parler. Tu as vraiment une expérience internationale et tu as développé une expertise sur l'international. Du coup, tu vas utiliser beaucoup d'anglicismes. Et J'ai essayé de ne pas le faire. ouais, tu m'avais prévenu. Ce que je te propose de faire, c'est que le plus possible, c'est qu'on explique comment dire, les postes que nos auditeurs connaissent pas forcément. Mm, Si, dans la mesure du possible, hein, peut-être que tu vas pas pouvoir tout expliquer, mais on va essayer d'expliquer ça au maximum. bien sûr. Donc, tu m'as évoqué déjà ton expérience aux États-Unis. En fait, tu m'introduis le sujet du jour, c'est la France en vente, pardon, la vente en France versus la vente à l'international. C'est toi qui as choisi ce sujet. Pourquoi tu voulais aborder ce sujet? C'est un sujet en fait qui revient beaucoup, notamment au niveau des startups françaises qui se disent tiens, je commence en France ou je commence à l'international et qui se disent souvent mais en fait, il faudrait que je commence plutôt en France parce que c'est là où j'ai mon network. Et il y a un petit lien avec une conversation qu'on a eue toi et moi un peu en off qui est de se dire bah, c'est qui
qui sont mes clients chouchous, qui sont donc je vais donner des définitions et tu me fais tu me dis quand je dois donner des définitions. Donc ICP, Ideal Customer Profile, c'est quoi? C'est le client qui est un match parfait pour moi. Donc c'est pas un target, c'est-à-dire je veux gagner ce client, c'est ce client a un alignement parfait dans ses critères à ce que moi je peux lui apporter dans mes critères de différenciation. Et en fait, quand on commence son business, son territoire ou autre, on a tendance à se dire, je vais travailler mon network d'abord, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne en France. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, au plus tu travailles ton network, au plus tu es dans l'opportunistique. Donc, ça veut dire des choses qu'on t'apporte. Comme on te les apporte, tu as tendance à moins qualifier. Et tu t'embarques dans des trucs qui peuvent avoir un impact sur ton offre, avoir un impact sur ta vision et pas forcément un impact positif. Donc oui, tu vas peut-être signer, mais tu vas peut-être pas signer aussi haut, aussi gros. Et du coup, la question c'est quand tu définis en fait où tu vas vendre, est-ce que le pays où tu montes ta boîte, donc pour toutes les startups et scale-up françaises, c'est forcément le pays où tu dois démarrer? Et il faut savoir que, bon, c'est un peu le sujet, du moment, la vente en France, c'est, une vente complexe et je dis pas complexe dans le bon sens du terme, parce qu'il y a la vente complexe, je vends à des grands comptes, je fais de la stratégie, tout ça, tout ça. Non, c'est une vente complexe parce que on a des acheteurs qui, ne prennent pas de risques, donc prennent beaucoup de temps à se décider. Donc on a des cycles de vente qui sont longs, des gens qui n'arrivent pas à se décider. Donc en fait, on ne perd pas forcément contre la concurrence, mais on perd en fait, contre le do nothing, hein, ne rien faire, ne pas prendre de décision. Et donc, en fait, on peut perdre pas mal de temps. Et donc, dans le go-to-market stratégie, ça a un impact fort parce que si on a des boîtes similaires à la nôtre qui sont en train de pousser ailleurs, soit qui copient notre bonne idée, donc les copycats, soit qui ont une idée similaire à la nôtre sur des pays anglo-saxons, et ben, on peut vraiment perdre une opportunité de scaler. Ouais, alors tu nous as déjà dit beaucoup de choses. On Désolée. va, ouais, on va reprendre Comment les on se éléments que tu nous as expliqués. La première chose, effectivement, c'est quand tu crées une entreprise, par exemple une start-up. euh, la première question, c'est est-ce que je vends en France ou à l'international? Et comme tu nous l'as dit, il y a deux écoles. Donc, soit j'ai mes premiers clients en France et ce sera un peu ma preuve de concept, ou soit j'internationalise tout de suite mon service pour m'adresser à un marché beaucoup plus grand. Et ça, finalement, tu vas nous donner un peu ton retour d'expérience. Mais est-ce que c'est forcément plus compliqué de faire ça ou pas? Enfin, c'est quoi ton avis là-dessus? Hem, je ne sais pas si c'est plus compliqué, si c'est le bon mot. Ça demande plus de préparation parce que souvent, les jeunes pousses françaises, ont pas forcément la vision de ce qui se passe, ailleurs. Encore une fois, c'est plus facile d'être dans sa zone de confort, tu vois? Et de te baser sur, qui tu connais et qui va parler de toi, qui va faire ta vente plutôt à ta place presque, que d'aller se dire: «OK, je prends le marché, UK ou je prends le marché allemand, je regarde en fait, les, sociétés qui ont le plus d'impact, et qui ressemblent le plus à mon ICP, donc Ideal Customer Profile, avec qui je peux vraiment commencer à faire du démarchage et je m'organise. Ça demande énormément d'organisation. Au plus tu vas faire, donc désolé, hein, il y a des mots de lexique, mais au plus tu vas faire de la prospection active, ce qu'on appelle en anglais outbound, donc je vais chercher mon client, au plus ton taux de conversion, s'il est bien ciblé, si tu as bien choisi les clients que tu targetes et que tu le fais bien, va être fort et haut. Quand tu fais de l'inbound, donc c'est-à-dire la vente opportunistique, ça vient à toi. Si tu qualifies pas bien, tu peux te retrouver dans une vente à bas prix, parce que les gens vont pas forcément voir la valeur, parce qu'il y aura pas forcément d'alignement entre leurs critères à eux, de décision et les critères, de ton côté de valeur que tu peux leur apporter. Il va pas forcément arriver à un moment où ils ont une vraie problématique. Ouais. Et quand on se retrouve dans un sujet un peu, nice to have, c'est-à-dire
j'ai pas très mal, ça veut dire j'ai pas beaucoup de budget non plus. Donc la complexité d'aller à l'international, oui, dans le sens où ça demande, d'y réfléchir, ça demande de s'organiser, ça demande, quand même un esprit d'analyse, de se dire: «OK, sur qui, pourquoi et comment?» Mais ça, c'est quelque part, j'ai envie de dire, toute prospection active, c'est sur qui, pourquoi, comment. Ouais. Alors c'est vrai que quand je disais, tu as 2 écoles, c'est vrai que on va dire l'école, qu'on voit le plus souvent quand tu regardes un peu les startups en France, c'est, je crée ma boîte, mon produit, j'ai mes premiers clients et comme tu l'as dit dans mon réseau, et ensuite je lève des fonds et ensuite je vais à l'international et en face de ça, les modèles un peu à la, BIM Analytics de Rachel Delacour qui avait fait ça, à ses débuts, c'est-à-dire tout de suite aller démarcher des Américains et de vendre aux Américains d'abord avant d'aller voir en Europe ce qui se passe. Ce modèle-là, il est quand même beaucoup plus rare. On le voit, moi je suis entouré de startups, je vois très peu de startups qui font ça, hein. Peut-être 10% des startups que je côtoie. Mmh. Ça, as un avis là-dessus? C'est vraiment une question de bah, je suis dans une zone de confort Mmh. et j'évolue dans cette zone de confort, c'est ça? Ouais, D'expérience aussi en fait, peut-être? je pense que bizarrement, le marché américain étant beaucoup plus prône à, investir, surtout que maintenant on est dans le SaaS, donc on est dans la souscription pour la plupart des boîtes dont on parle, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le marché américain, il dit, «Go, on essaye, si ça marche pas, je te mets à la poubelle, si ça marche, tant mieux». Donc la prise de risque côté américain est beaucoup plus importante. Il ne faut pas oublier que d'un point de vue innovation, technologie et go-to-market, ils sont quand même encore un train d'avance sur nous, même si on n'aime pas le dire. Ça veut dire, par exemple, quand le cloud a émergé, l'explosion, elle s'est pas faite en France en premier, hein. Ouais, L'explosion du cloud, AWS, Azure, et Google, ils ont pas explosé en France. Ils ont pas explosé en Europe. Ils ont explosé d'abord aux US. Et quand je dis exploser, c'est pas que sur les startups scale-up, c'est aussi sur le move des grosses boîtes enterprise qui passent de data center à un move sur le cloud. Et donc, en fait, ça veut dire que ça s'applique sur plein, plein, plein d'autres choses. Il y a une certaine maturité de l'autre côté, côté US-Canada, qu'il n'y a pas encore ici sur plein de business. Après, faut voir au cas par cas, mais de manière générale. Et donc, en fait, on pense qu'on a besoin de lever des fonds pour aller aux US, quand finalement, ça peut coûter presque moins cher parce qu'on va faire plus de ventes plus rapidement et à un pricing plus élevé, ce qui permet même d'avoir une plus belle levée de fonds, en fait. ouais. C'est vrai que c'est quand même en fait, c'est une posture, où, finalement quand on crée une boîte, c'est un schéma mental qu'on pourrait, finalement travailler. C'est-à-dire que moi, la première boîte que j'ai créée, j'ai pas du tout eu cette réflexion. Je me suis dit: «Voilà, je vais trouver mes premiers clients, en France» et aujourd'hui, je pense que si demain je devais recréer une deuxième boîte, bah, j'aurais plutôt cette, attitude-là de tout faire déjà pour le marché international, Mmh. tout faire en anglais et aller chercher des clients, peu importe qu'ils soient en France ou à l'étranger. Et ce que tu as dit, en fait, ça se retrouve dans plein de domaines d'activité. C'est-à-dire que, par exemple, dans la musique, on a beaucoup parlé des Daft Punk récemment. Mmh. Et c'est un peu, c'est Carlos Diaz qui dit ça dans ses podcasts. C'est aujourd'hui, quand tu crées une boîte, tu peux choisir soit d'être Daft Punk ou Johnny Hallyday, c'est-à-dire dédié au marché français ou au marché international. Mmh. Et tu peux prendre plein de domaines comme ça. Je pensais à l'humour avant notre épisode. Là, je me disais, c'est marrant, mais les comiques français, à part peut-être Gad Elmaleh qui a essayé un peu de tester son stand-up aux États-Unis, mais la plupart des comiques français en fait restent sur un marché franco-français. Mmh. Et il n'y en a aucun qui s'aventure sur un marché international. C'est très drôle. Et l'acting, pareil, là c'est pareil, tu as peut-être Marion Cotillard, Vincent Cassel, et c'est tout, quoi. Et Jean Dujardin, peut-être un peu. Mmh. Donc c'est vraiment Ben, un schéma de pensée peut-être à changer aujourd'hui en 2021. On peut aller s'adresser au monde entier.
Je pense que là, tu as parlé beaucoup de choses dans le domaine de l'art, où Ouais, on peut être très fier de la langue française. De manière générale, ce qu'on oublie, c'est que la langue du business, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est l'anglais. Et c'est ouais, vraiment international. Tu fais du business avec le Brésil, c'est pas choquant de faire du business en anglais. Tu fais du business avec l'Allemagne aujourd'hui, c'est pas choquant de faire du business en anglais. Du coup, on oublie en fait et beaucoup de c'est amusant ce que tu dis parce que beaucoup des boîtes avec qui je travaille, alors françaises parce que je travaille pas qu'avec des boîtes françaises, je travaille avec des boîtes avec européennes. La première chose que je leur dis, je dis: «Mais il est où le deck?» Donc le deck, c'est le PowerPoint, enfin toute la documentation en anglais et il y en a qui n'en ont pas. Donc ça veut dire que tu te coupes d'investisseurs internationaux, tu te coupes de recrutements internationaux, tu te coupes, de talents. Tu peux très bien avoir, plein d'autres sujets que vente, y compris des super développeurs. Qu'est-ce qui se passe si toute la documentation de ta boîte est en français? Ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'effectivement, en dehors de juste penser vente, juste penser, mixité, internationalisation des recrutements, et diversité et possibilités, le fait d'avoir, toute ta documentation en anglais, ça permet d'accélérer ton total addressable market, donc qui tu vas chercher dans quel pays et comment. d'accord. Y Les compris les les entre investisseurs. ouais, les entreprises avec qui tu travailles, tu nous as dit, c'est des entreprises françaises, c'est ça? Pas que, en fait, moi justement, D'accord. je fais partie des gens qui ont toute leur documentation en anglais. D'ailleurs, c'est vraiment sine qua non pour moi de travailler avec une boîte qui puisse travailler en anglais. Parce que si je travaille avec juste la France, ben, en fait, dès qu'on passe à une autre région, c'est double travail, c'est double complexité et cetera. Ça enfin, il y a pas de synergie, on doit faire des trades, c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour moi. Donc je travaille pas qu'avec des boîtes françaises parce que j'ai la chance d'avoir pu développer assez rapidement mon activité à l'international. Notamment, je travaille aussi avec des VC internationaux, donc en Allemagne, en Angleterre, je suis en train de développer le Portugal aussi. Et tu vois, tu parlais de, par exemple, le livre, que j'ai écrit. Tu me disais: «Bah, tu en es où?» Ouais. Bah, voilà, aujourd'hui, j'en ai plus de 1000 vendus, mais j'en ai vendu au Japon, au Mexique, en Inde, aux États-Unis et le livre est écrit en anglais. Donc ça veut dire que en fait, si je devais vendre mon livre en France aujourd'hui, mon total addressable market, donc mes ventes de manière globale, seraient beaucoup plus faibles que, le fait qu'il soit en anglais et qu'il puisse attirer, des gens, de tout horizon. Oui, donc tu écris un livre, est-ce que tu peux nous dire le sujet du livre? Oui, donc le titre c'est Popcorn for the New CEO. Donc c'est sur la base en fait de plein d'échanges avec justement des CEO européens, CEO et pas que, hein, COO et exec, de manière générale, sur toutes les problématiques et toutes les questions qui peuvent se poser autour de l'architecture du revenu, et notamment sur, un livre d'ailleurs qui a ce titre, c'est Crossing the Chasm, c'est l'effet plateau. Hem, c'est, qu'est-ce qui se passe quand, justement j'ai bien cartonné au début, ça marchait bien et puis là, d'un seul coup, ça marche plus et je sais pas pourquoi. J'ai recruté en conséquence pour, une croissance de 2x, voire parfois même 3x et là, je suis dans mon effet plateau, j'ai plus de pipeline, j'ai plus de vente, je galère. Donc en fait, je travaille, là, j'ai grossi le trait, hein, tout le monde est pas en mode: «J'ai plus de vente, je galère». Mais en gros, c'est, comment je m'assure que, je survive cet effet plateau qui arrive, dans les scale-up, souvent entre la série fin de série B, série C. D'accord, donc tu t'as vraiment appliqué à ce livre, ce dont on parle depuis le début. Tu l'as fait en anglais et Voilà. tu as un sujet qui adresse, voilà, aussi bien des Français que des Américains, des Anglais, des Portugais et Ouais. ça, c'est un bon exemple pour tes clients. Bah, oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire enfin, c'est de m'appliquer aussi, mes bons conseils, dans ce que je fais, dans ma marque et dans la manière de développer mon business. Donc je vais pas dire à mes clients: «Non, mais il faut faire comme ça» et pas le faire. Le côté, en anglais, c'est aussi parce que encore une fois, je t'avais dit, je vais faire des anglicismes, mais
la langue du business est en anglais, donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'anglicismes. Il y a des choses qui sont quand même très, très compliquées à traduire. Et puis le petit truc du livre aussi, et après j'arrête d'en parler, mais qui est un peu drôle, c'est que, en fait, pour le faire, drôle et léger dans sa manière de lire des concepts business un peu forts, donc des problématiques d'exec qui sont répondues. En fait, j'utilise des blockbusters américains, donc des films qui ont cartonné, et du coup, les citations sont en anglais et non pas traduites en français comme on a l'habitude de faire nous avec des doublages. Et donc, on a l'origine pure. D'ailleurs, c'est aussi Netflix a explosé sans pour autant faire de doublage au début, hein. Ouais, c'est vrai. Juste du Le sous-titre, doublage, ouais. c'est assez récent finalement, qu'ils se sont mis à faire du doublage, mais ils ont explosé. C'est ce qui a fait d'ailleurs en France, on a augmenté un petit peu notre niveau moyen en anglais. Ouais, non, mais c'est vrai qu'en France, on a une grosse industrie du doublage, ce qui est pas le cas Ouais, dans d'autres pays. Et quand tu voyages en Europe, tu peux mettre la télé. Les films sont en anglais, hein, mais traduits, par contre en sous-titres. ouais. Mais par contre, il y a pas de doubleur, par exemple polonais ou portugais. Les films sont tous en anglais, donc ça joue aussi sur le niveau de langue forcément des Français. On comprend mieux un peu pourquoi les Français sont pas forcément les meilleurs en langue. Mmh. Très bien. Donc le su D'ailleurs pour, certains CEO, enfin, ouais, encore une fois, beaucoup de personnes qui créent leur boîte en France, ont probablement un background, d'ingénieur, et ça veut pas c'est pas forcément ceux qui sont le plus à l'aise non plus en anglais ou en anglais business. Donc ça oui. peut être un frein, notamment à aller à l'international rapidement et à aller chercher des recrutements, multilingues potentiellement. Oui, c'est aussi pour ça, je pense, comme on parlait de zone de confort, bah, c'est sûr quand c'est pas ta langue, native, tu as peut-être plus de mal à tout de suite dire, «Je vais aller, vendre mon produit à l'international». Heu, il faut sortir, comme tu dis, de cette zone de confort. C'est plus facile quand on a une double culture, hein, forcément, Mmh. mais c'est pas toujours le cas. Du coup, Caroline, le sujet c'était la vente en France, Vicis International. Donc on a bien compris que toi, tu connaissais bien, le monde des anglo-saxons, notamment des Américains, parce que je crois que c'est à la maison, ça parle plutôt américain, c'est ça? Ouais, Ouais, on est assez à l'aise dans les 2 langues, ouais. voilà. Est-ce que tu peux nous donner un peu des, comment dire, des comparaisons de la manière de vendre en France et la manière de vendre, par exemple, aux États-Unis? Mmh. Qu'est-ce qu'on pourrait, quelles sont les bonnes pratiques, qu'on pourrait, prendre, shipper aux Américains? Et quelles sont les mauvaises pratiques aussi qu'il faut leur laisser, et ne pas adopter? Hem, Peut-être revenir sur, juste les fondamentaux. Donc aux États-Unis, de manière générale, on est très c'est vraiment le monde du business, hein. C'est culturellement, bien imprégné, la vente, c'est pas quelque chose dont on a honte. J'ai entendu d'ailleurs quelques personnes dire, voilà, il faut pas avoir honte d'être commercial, et puis, il y a quelques pubs en ce moment qui tournent là-dessus. En France, c'est pas forcément, on n'est pas fier de faire du business. Donc il y a culturellement déjà ce point, vraiment, ancré, qui est qu'aux États-Unis, on en est fier, et on est fier d'être commercial à succès. Première chose. Hem, donc tu peux très bien faire de très grandes écoles, être commercial et en être fier. Hem, Aux États-Unis, on a tendance à se dire: «OK, là, il y a un problème. Est-ce que quelqu'un d'autre résout ce problème? Non, il faut un produit. OK, je vais aller l'inventer, ou je vais aller chercher quelqu'un qui a les capacités de l'inventer». En France, on est quand même beaucoup plus câblé ingénieur, donc on a des gens très intelligents qui créent des produits incroyables. Je ne peux pas te dire le nombre de gens qui m'ont dit: «J'avais un super produit, mais il était invendable». C'est-à-dire qu'on pense produit d'abord, et à qui et comment le vendre après. Parfois même de manière, parfois même bien trop tard. Aux États-Unis, on se dit: «OK, j'ai un marché, je vais aller chercher le produit qui va résoudre ce problème».
Ça, c'est un autre fondamental qui est incroyable dans la manière de penser, en fait, dès le début de la boîte et qui fait que, tu vois, par rapport à ce que je te disais, ICP, segmentation, c'est-à-dire que tu as déjà compris qui avait un problème et tu vas aller le résoudre, tu vois? Alors qu'en France, tu te dis: «Ah, j'ai un super produit, il faut qu'il se vende tout seul». Ça, c'est la 1re problématique. La deuxième e donc on est dans la France, on va vouloir pousser un produit. C'est-à-dire qu'on est dans la vente, un peu dure de: «Mon produit, c'est le meilleur, il faut que tu l'achètes, tu vas voir» et cetera. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue, purement, commercial? C'est-à-dire qu'on est dans la vente assez transactionnelle. Puisqu'on pousse quelque chose, on n'a pas compris quelle problématique, donc la valeur de mon produit, donc tu es dans quelque chose, même si tu es dans des dizaines de milliers d'euros, tu restes quelque chose d'assez transactionnel qui est au niveau du département et tu vas pas monter en puissance, sur des deals complexes. Très, très peu de boîtes françaises qui en sont à ce niveau-là aujourd'hui. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles apportent pas énormément de valeur à leurs clients. Aux États-Unis, tu vas te dire: «J'ai un problème, je vais aller chercher le produit. Quelle est la taille de ce problème?» Est-ce que tu peux imaginer, à un moment donné, que quelqu'un s'est dit, il y a 12 ans, 15 ans: «Je vais payer 900 € pour un téléphone». Oui, oui, effectivement, il y a 12 ans, ça paraissait compliqué, ouais. Tu vois un peu? Et Ouais. pourtant, aujourd'hui, même des étudiants, même des gens, qui ont pas les moyens, arrivent à, se financer un téléphone. Peut-être sur 1 an, peut-être sur 18 mois, peut-être sur 2 ans, qui coûte 900 €. Et donc en fait, au plus tu penses à la valeur que tu apportes à ton client, au plus tu peux vendre cher. Donc ça, c'est la première chose fondamentale. Ouais. Heu, Juste, c'est vrai que sur la partie, produit VC, quel problème j'adresse, c'est vrai que si tu prends par exemple, c'est un peu le lean startup, hein, mais par exemple, si tu prends le cas de Uber, mmh les premiers, on va dire les premiers clients que Uber a eu en fait, c'était sur un fichier Excel où, le fondateur, il avait, les numéros de taxi d'un côté, les numéros de gens qui avaient besoin d'un taxi assez rapidement et il les mettait en relation, un peu à la mano, hein, c'était ça avant de créer une application, qui est celle qu'on connaît et c'est vrai que là aussi, on peut faire l'erreur de dire: «Bah, je vais créer un produit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et après on ira le lancer sur le marché» et tu es un peu le bec dans l'eau si ton produit, tu arrives pas à le vendre. Oui, après, il y avait pas beau enfin, Uber, ça reste du B2C, le B2B, il faut effectivement pouvoir vendre ton produit et je pense que c'est d'autant plus important de trouver les bons premiers clients, qui vont ne pas être juste, des clients qui ont un besoin auquel tu réponds, mais qui ont aussi envie d'investir dans ta vision et où tu vas les emmener. Donc vraiment un partenariat long terme, c'est-à-dire qu'ils se disent: «OK, moi je vais payer le bon prix, le prix premium parce que ils ont une bonne idée et puis, le fait que je les paye à leur juste prix, ça va permettre que, ils continuent de développer leur bonne idée». Il y a quand même des super boîtes. Datadog, c'est des fondateurs français, Snowflake, c'est des fondateurs français. Ils ont pas démarré en France et quand même Ouais. se poser la question pourquoi. Oui, mais même, là, en ce moment, avec le covid, on en parle beaucoup, le PDG de Moderna qui Mmh. fait les vaccins là, donc c'est un Français aussi, qui a fondé la boîte aux États-Unis, ouais. Donc en fait, si tu veux, pour revenir aux fondamentaux, donc tu as cette intégration vraiment culturelle que faire du business, c'est OK. Tu as le fait qu'ils ont tendance à réfléchir: «D'abord, on va chercher les clients, ensuite on crée le produit qui va bien». Honnêtement, je veux pas donner d'exemple parce que ce serait pas cool, mais tu as des produits qui sont bien moins bons
aux États-Unis, techniquement, mais qui fonctionnent juste parce qu'ils ont eu les premiers clients et qu'ils ont eu les premiers investissements et du coup, ils ont pu aller lever des fonds parce que, il y avait les premiers revenus, en fait. En France, on galère beaucoup parce qu'on vend trop bas, donc c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des investissements, à juste valeur. Ça ne veut pas dire que la valeur du produit ou le produit est pas bon, loin de là. Ça a un impact, ricochet sur plein de choses, en fait. Ouais, et puis tu ajoutes à ça le marché adressable. Effectivement, quand tu es un Américain, tu crées ta boîte, bah, voilà, ton produit, déjà sur le sol américain, tu l'adresses à 250 millions de personnes. Et puis, comme c'est en anglais, tu peux le vendre bien au-delà. Mmh, Et nous avec le réflexe français, ben, on va l'adresser à 60 millions de personnes, un peu plus puisqu'il y a la francophonie, mmh. beaucoup plus même. La francophonie, ça commence à être pas mal, mais on se limite à la francophonie, quoi. Oui, puis après ça peut faire peur aussi aux investisseurs de se dire: «Bah, il va falloir remettre au pot pour qu'ils aillent, tout traduire, tout changer pour aller chercher un autre pays, puis un autre pays, puis un autre pays». Donc Ouais, effectivement, il y a un côté, revenu coût. Mais la ouais, taille des deals est pas la même aussi, hein. Si tu regardes, on parle des héros de la vente ici, donc il faut parler, concrètement des vendeurs. Les ouais. vendeurs, déjà, tu prends un Français qui bosse pour une boîte américaine, n'a pas du tout le même salaire qu'un Français qui bosse pour une boîte française et honnêtement, en termes de salaire, ça va du simple au double. Ouais. Puis alors, moi j'ai bossé avec des boîtes américaines, sur les commissions, souvent il n'y a pas de plafond. Non? Je pense que c'est toujours le cas, hein, mais pour eux, le Non, plafond, ça a pas de sens alors ça qu'en a pas de France, logique tu as parce qu'au plus tu ouais, vends, au plus on est content de te payer, voire en plus de ne pas mettre de plafond, on te met des accélérateurs. C'est bon pour l'entreprise. Au plus tu vends, au plus c'est bon d'avoir des revenus. ouais, Pourquoi ne pas rémunérer un commercial qui s'accroche et qui va exploser ses objectifs? Ça a pas de sens le plafond. ouais, exactement. Et tu dis, le rapport au prix finalement, parfois en France, on peut être timide sur les prix, alors qu'aux États-Unis, cette question-là, finalement, on n'hésite pas à pricer, de manière assez haute. Alors, en fait, ça revient à, puisque alors c'est hyper intéressant, hein, puisque tout est lié. Puisque en France, on est mon produit, c'est ce qui compte le plus. Donc mes vendeurs, on leur donne très peu de valeur. On met pas la vente au cœur de l'entreprise. On la valorise pas, d'accord? Comme tu dis, on met des plafonds, on met pas d'accélérateur, voilà. Donc c'est le mon produit, c'est ce qui vend. Si mon produit est bon, ça se vendra tout seul. Combien d'entreprises pensent comme ça? Je sais que toi et moi, on en a là 5 en au en tête déjà qu'on peut nommer. L'impact de vendre un produit, c'est que du coup, tu ne prends pas le temps d'avoir cette approche consulting, de se dire: «OK, quel est ton setup? En quoi je t'apporte de la valeur et à quel niveau je t'apporte de la valeur?» Donc tu as un prix, heu, moi ce que j'appelle c'est vendre des boîtes. Tu vends des boîtes, donc du coup, tu as un prix qui est transactionnel. Si aux États-Unis, tu as la magnitude du problème que tu résous, tu as pas de problème à vendre même un software, heu, cher. Si je te résous un problème à 3 millions, pourquoi je te vendrais le truc à 40 K? Ça a aucun sens. Donc forcément, des prix beaucoup plus élevés, un panier moyen plus élevé, une capacité pour les vendeurs de faire leurs objectifs plus simple, un relationnel qui est beaucoup plus facile parce qu'on fait business to business. Les États-Unis, comme je te disais aussi tout à l'heure et en intro, ça veut dire on prend les risques beaucoup plus facilement. On ne se pose pas 15 000 fois la question. On est vraiment dans l'optique du fail fast. Ça marche pas, c'est pas grave, je mets à la poubelle. En France, on se pose les questions 100 000 fois et en fait, juste le concept même de l'échec, de dire: «J'ai implémenté une mauvaise solution», c'est la honte. J'ai choisi la mauvaise solution, on est tout de suite dans le concept de la honte, de «Je vais me faire virer», de «Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres?» et et cetera. L'échec en France est pas du tout encore un sujet qui est intégré. Voilà, on peut parler de ce sujet-là juste pendant 1 heure, mais donc tu vois, culturellement, en fait, il y a plein de choses côté acheteur et côté vendeur qui fait que c'est plus difficile. Alors après, il y a plein de gens qui me disent: «Ouais, mais pourquoi la France serait plus difficile?» Non, c'est plus difficile. Moi, j'ai vendu presque partout en Europe.
heu, pour pas dire partout. J'ai vendu aux États-Unis, j'ai vendu en Corée. La France est un marché long et douloureux. Ouais. C'est vrai que j'ai fait quelques rendez-vous aux États-Unis, avec la French Tech d'ailleurs, qui nous avait emmenés à Atlanta pour, présenter nos startups. C'est vrai qu'aux États-Unis, tu as un rendez-vous qui va durer rarement plus de 30-40 minutes. Très vite, tu as une décision qui est prise. Tu peux avoir un deuxième rendez-vous éventuellement, mais tu as une décision qui est prise, comme tu dis, testons, on verra ensuite si ça marche ou pas. Alors qu'en France, même type d'interlocuteur, tu vas peut-être prendre 5-6 rendez-vous avant de faire un test. Tu as raison, dans les grands groupes, souvent, on a peur de prendre des décisions parce qu'on a peur pour sa position, en fait. Oui, c'est alors pas forcément se faire virer, mais aussi, juste on ne veut pas être celui qui a pris des risques et qui a eu un échec. Ouais, Donc, il y a énormément de choses, qui sont fortes culturellement, qui jouent pas en la faveur d'un marché dynamique de l'innovation. Et pour innover, il faut aussi avoir des acheteurs qui achètent l'innovation. Donc il y a prise de risque, aussi sur nos startups. Est-ce que les grands groupes achètent, bon, Vivatech est pas né nulle part. L'objectif de Vivatech, c'était de booster ça. Mais ouais. concrètement, quand on rentre dans le détail, est-ce que véritablement les grands groupes, et le CAC 40 achètent les startups qui promouvoient, à Vivatech? Pas tant que ça. Ouais, ce serait intéressant d'avoir des statistiques, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai un peu l'envers du décor de certaines et en fait, c'est un joli award, ici et là, mais concrètement, en termes de business, ça voilà, c'est C'est vrai pas que j'ai participé 2 fois à Vivatech, hein, en étant sélectionné, par des grands groupes et cetera, et c'est vrai que ça n'a rien donné. Bon, après, ça a sans doute donné des choses pour d'autres boîtes, mmh, mais j'ai mais l'impression c'est effectivement que c'est de la communication, d'abord, avant exactement, tout. exactement, c'est ça. C'est-à-dire que la proposition de valeur est exceptionnelle, mais dans le concret, dans l'exécution, il y a tellement de choses à changer culturellement que ça reste, compliqué. Même l'Espagne est beaucoup plus prône finalement à investir, dans des startups. Ouais. Et ouais, c'est assez dynamique. Est-ce que tu vois d'autres choses avant de passer au point plus à tempérer? Est-ce que tu as d'autres choses positives que tu vois, des comportements dont on pourrait s'inspirer? Les méthodologies, Ouais, puisque ça fait, des décennies, qu'ils cartonnent et qu'ils font du business, en fait, ils ont, appris, décortiqué, donc tu as du, value selling, enfin toutes les méthodologies. J'ai pas vu de méthodologie franco-française encore. MEDDIC, spin selling, Sandler, value selling, customer centric selling, en fait, ce sont toutes des méthodologies qui sont sorties de là-bas, en fait. Donc il y a en plus un apprentissage de comment on passe de, être, alors je vais essayer de pas le faire en anglais alors, heu, tu peux m'aider peut-être? Unconsciously competent, c'est-à-dire je suis, j'ai du succès, mais je ne sais pas pourquoi, à la répétition de ce succès en sachant exactement pourquoi. Donc ils décortiquent leur succès pour devenir, consciously competent. Ça, c'est ouais. fabuleux. Oui, d'ailleurs, les best-sellers, les bouquins qui se vendent le plus sur la vente, c'est souvent ce thème-là, c'est-à-dire comment je duplique à l'échelle mes premiers succès. Mmh, exactement. D'accord. Très bien, bah, écoute, merci pour ces points-là. J'imagine par contre il y a des points négatifs où là on peut leur laisser. Tu tu Mmh. tu en vois? Bah, je te disais, hein, au niveau produit, au niveau technique, je pense qu'on a quand même une expertise qui est bien plus poussée ici, globalement et quand je dis ici, c'est pas que en France, hein, mais en Europe. On a aussi, un business un peu agressif, il y a des travers à force de savoir faire du business et faire du business. Tout le monde n'est pas trusted advisor, tout le monde n'est pas le consultant gentil qui prend soin de son client là-bas. Donc, je te parlais de customer centric selling qui est donc mettre le client et l'expérience client au cœur
de l'expérience, de vente, bon, bah, il y a parfois des ventes un peu agressives, il y a parfois des gens qui sont un peu trop dans, dans, dans la vente, c'est maintenant ou on bosse pas ensemble et cetera. Donc il y a des petits travers qui peuvent aussi, apparaître. Et puis parce que c'est un marché, de masse, ben, il y a tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tu as des très, très bons, des gens exceptionnels et puis tu as beaucoup de moyens aussi. Donc en fait, Oui. voilà. Oui et puis, on voit encore, ces derniers mois, l'économie est repartie à la hausse et ça y est, de nouveau une pénurie de candidats et Mmh. donc forcément quand tu as peu de candidats sur le marché puisque tout le monde, est employé, moins évident aussi d'aller chercher les talents qui vont coûter plus cher Oui. et ouais, mais tant mieux pour eux à la limite. Et est-ce que toi, Caroline, quand tu conseilles, des startups ou des scale-up, qui veulent s'internationaliser, aujourd'hui avec ce qu'on a vécu avec les visioconférences, les ventes à distance, tu leur dis: «Bah, écoutez, on va pouvoir, s'internationaliser sans forcément, implémenter des filiales». Est-ce que tu on peut gérer, pendant un temps important, des ventes à distance? Ouais, je pense que clairement, l'impact positif du Covid, c'est de démontrer qu'on n'a plus besoin d'être physiquement là tout le temps. Après, je pense qu'on a aussi tous besoin de se voir à un moment donné et que ça fait du bien, mais ça permet de gagner du temps, et effectivement dans l'année qui s'est écoulée, de pouvoir se dire, mettons un coup d'accélération sur, des tests sur des pays. Après le côté natif est toujours plus intéressant. Maintenant, je pense qu'en Europe, on a un truc qui fonctionne super bien, qui est la plateforme Dublin, qui te permet de voir, il y a quand même beaucoup, beaucoup de boîtes qui passent par la case Dublin, donc en inside sales, ça veut dire en vente, à distance, et qui fonctionne super bien et qui cartonne. C'est pas pour rien que, tu as plein, 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 plein de gens de plein de nationalités à Dublin, et sur des à la fois des scale-up et des, plus grosses sociétés comme, par exemple Oracle et autres, qui ont des pôles là-bas. Donc après, cette histoire de filiale et de se dire, un pays, une filiale, effectivement, si tu penses comme ça peut coûter très cher. Mais si tu démarres ton équipe, et je crois d'ailleurs que c'est Payfit qui en avait parlé dans un podcast, de se dire, ouais, on démarre notre équipe et on démarre une équipe un peu Erasmus international en inside et on la démarre de Paris en couvrant 5, 7, 8 pays. Pourquoi pas? Ouais et Bah, est-ce que, tu as des tips, ou des petites astuces à donner quand tu, démarches, par exemple, des Américains à distance? Est-ce qu'il y a des choses, auxquelles il faut faire attention? Non, parce qu'en plus, les États-Unis, c'est tellement un pays, grand et qui vit à 300 à l'heure que, tu sois, à Paris ou à New York ou en Illinois, je pense que ça ne change pas grand-chose. Après, c'est toujours pareil, quand on fait la prospection, il faut que ce soit de la prospection qui ait de la valeur parce que, tu vois, par exemple, moi, depuis que je suis fondatrice d'entreprise, je reçois à peu près une vingtaine d'emails de démarchage par jour et c'est du tout et du n'importe quoi et beaucoup d'automatisé. Donc c'est toujours pareil, il vaut mieux, définir peu de sociétés, mais qui ont un super, match avec, la value propre et d'avoir des messages de qualité, voire enfin, on disait au début, restons pas dans sa zone de confort, ne nous basons pas sur le network et là je vais te dire l'inverse. Quand tu pars à l'étranger, l'idée, c'est de te dire: «OK, par qui je peux passer pour avoir des intros sur les, boîtes que je target?» Donc ça veut dire, dans les recrutements que tu fais, peut-être recruter, comme je te disais, de la mixité, des gens de là-bas, des gens mais avec une équipe, par exemple, pourquoi pas, locale et ou virtuelle. Utiliser, des VC, utiliser d'autres, boîtes. Si tu as fait Techstar, Techstar, c'est hyper international avec plein de boîtes internationales. C'est l'occasion de demander aux autres, aux alumni, des intros. En fait, dans la prospection, tu peux faire ta prospection dans une autre filiale, il faut juste appliquer les bonnes règles de prospection. Donc utiliser les moyens d'accélération, faire de la qualité et pas que de la quantité. Alors d'ailleurs, pas du tout de quantité, moi je suis pas prône à la quantité, sauf si tu crées une communauté.
avoir un marketing qui a du sens par rapport aux problèmes que tu résous et non pas par rapport aux produits que tu pousses et te baser aussi sur des alliances, donc alliances technologiques, alliances partenariats. Parfois, tu as des boîtes en fait, qui peuvent être ton partenaire où tu te retrouves en fait souvent, je ne sais pas si ça t'arrive Alex, mais tu vends à une boîte et puis régulièrement en fait tu te dis: «Ah bah tiens ce client-là, plus ce client-là, ils ont aussi heu, cette autre boîte, qui fait pas la même chose que moi, mais en fait, ils nous choisissent. Régulièrement, tu te retrouves avec une boîte, et ben, allez faire de la prospection ensemble, quoi. Parlez-vous. Ouais. Alors ça, c'est vrai que ça arrive effectivement. Moi, je crois beaucoup, dans ce type de partenariat. Pas forcément évident à mettre en action, mais je crois beaucoup, dans ce levier de croissance, ouais. Mmh. Très peu de boîtes. Très bien. Ouais, très peu de boîtes le font parce qu'effectivement chacun voit midi à sa porte, hein, et pourtant il y a des choses à creuser, ouais. Caroline, on arrive à 3 quarts d'heure d'enregistrement. Est-ce que, avant de clôturer ce sujet, de passer aux questions de la fin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter peut-être sur des conseils que tu peux donner on va dire des fondamentaux que tu peux donner à des boîtes qui voudraient faire comme les boîtes que tu accompagnes, c'est-à-dire voir un peu ce qui se passe ailleurs et s'internationaliser? Hem, C'est-à-dire que c'est vraiment cette histoire de sortir de la zone de confort, donc ça fait peur. On a l'impression que c'est sans limite de complexité et en fait, il faut juste se recréer une autre membrane, une autre bulle de confort dans laquelle on est confortable, pour sauter, quoi. Donc ça veut dire, faire l'analyse de son marché, comprendre si on a des clients potentiels, tout ce que je viens de te dire sur, accélérer ta prospection à travers, des bons principes. Si on a vraiment, vraiment peur, créer une équipe à Paris ou une équipe locale, dans les qui bossent ensemble et qui se partagent les bonnes pratiques. Mais il faut vraiment, pour moi, ne pas avoir peur d'aller sur l'international assez rapidement, puisque c'est une explosion du total addressable market, quoi. Ouais. Bah, écoutez, j'espère que ça va vous donner des idées, aux auditeurs. Et si tu veux bien, Caroline, on va passer aux dernières questions. Donc, est-ce que tu as du contenu? Alors, tu nous as parlé de ton livre, donc Ouais, je vous invite à aller checker le livre de Caroline sur, j'imagine, c'est disponible sur le web. ouais, il est disponible en paperback, donc en dur sur Amazon et à peu près sur toutes les plateformes, Google, Apple, Fnac, etc., en version Kindle, en version électronique. Top. Et est-ce que tu as d'autres contenus à conseiller? Alors sur mon site, je suis en train de elle va être bientôt live, je pense que d'ici à ce que le podcast soit publié, il y a une, page qui aura tous les talks, tous les podcasts et quelques white papers Ouais, et je publie régulièrement parce que je suis pigiste pour Madines UK, donc en fait, je publie, toutes les 2 semaines sur des problématiques. Et j'ai des office hours, donc si certains auditeurs ont envie d'al de parler de ça, en fait, j'ai des office hours qui sont gratuites et qu'il faut juste, mentionner, le podcast «Les héros de la vente» pour que ce soit, pour que je sache d'où ça vient et voilà, il suffit de s'inscrire en ligne. très bien. On le trouve sur ton site, c'est ça qui va être publié, c'est ça? Ouais, c'est uppercut-first.com Ok, ok, et qui top. est publié déjà, mais il y aura une page dédiée en plus. Avec toutes les ressources dont j'ai parlé, il y a déjà sur le site, il y a déjà, l'info, sur, le livre, les office hours et là, je vais rajouter des white papers en plus. D'accord, très bien. Est-ce que tu as des outils, ou des routines qui t'aident à être efficace, au quotidien? Ça peut être des applis, du sport, est-ce qu'il y a des choses comme ça? Heu, je pense que je suis convaincue de l'operating rhythm, donc j'ai toujours une vision sur mon agenda 3 semaines à l'avance. Alors c'est quoi l'operating rhythm? L'operating rhythm, c'est de se dire que tu te bloques des plages horaires pour faire les choses qui sont très importantes. Tu vois, si D'accord, tu prends la Eisenhower matrix qui est, urgent versus important, tu te rends compte qu'en fait, ce qui apparaît urgent est rarement important, ouais, et ce qui est très important est rarement urgent. Donc en fait, je me bloque vraiment des plages,
qui sont importantes pour moi pour travailler les sujets de fond et quelle que soit, l'urgence en fait, ben, elle passe pas dans ces plages horaires donc c'est hyper important. Je pense que pour tout commercial qui écoute ça, l'importance d'un commercial, c'est véritablement la prospection et il y aura toujours quelque chose de plus urgent que la prospection puisque voilà, donc cette plage horaire-là, il faut pas la modifier, quoi. Donc l'operating rhythm, c'est de se dire, voilà, je j'ai un rythme opératoire dans lequel je tombe, qui me permet de traiter dans la semaine tout ce qui est urgent et du coup de pas avoir ce sentiment de débordement, en fait. Quand la semaine est pleine, ça passe à la semaine suivante. Ok, très bien. Et Heu, est-ce que tu as autre chose peut-être? oui, j'essaie de caler du yoga. Ouais. Et avant, je faisais de la boxe, hein, pour, Hypercute, mais enfin, quoique là, à partir du 9 juin, ça va être possible de récupérer le rythme. Mais ça a été compliqué là, globalement. Ouais, là, c'est vrai que depuis un an, pour faire du sport, il fallait être motivé, hein. Mmh. Écoute, très bien, on arrive, vraiment, à la fin du podcast. Ça va bientôt faire 1 heure qu'on se parle, ça passe vite. Je te pose 2 dernières questions, tu réponds comme tu le souhaites, tu prends le temps que tu veux. Est-ce que tu peux nous raconter une vente qui t'a appris quelque chose dans ta carrière? Et enfin, si tu pouvais inviter quelqu'un dans ce podcast, tu inviterais qui? Alors une vente, c'est un compte, mais je le nommerai pas, que j'avais chez BMC dont personne voulait et comme quoi il faut pas forcément faire la tête quand on reçoit un territoire. Les comptes les plus difficiles, ce sont ceux où on arrive à faire le plus de magie. Donc compte difficile, tout le monde me disait que c'était compliqué, ils avaient vu 25 000 commerciaux avant, il y avait rien à faire. Ils avaient à peu près 100 000 € de dépenses annuelles et je les ai emmenés à 2 millions en 2 ans. Et ça a été un travail vraiment à la fois de comprendre leurs problématiques, mais surtout d'humain. Je pense qu'on oublie souvent, que dans la vente, on est des humains avant tout. Donc travailler l'humain, l'interlocuteur, principal, était adorable, et m'a permis de faire des choses fantastiques. Mais par définition, dès le début, je lui ai bien fait comprendre que j'allais démultiplier les interlocuteurs et que ça allait l'aider. Et donc, en fait, j'ai eu multiples interlocuteurs, et j'avais un interlocuteur, prioritaire dans chaque département et j'ai démultiplié les départements et c'est ça qui m'a permis, en fait, d'avoir cette force et de passer de 100 à 2 millions en 2 ans et demi. Et après, j'ai eu des grands comptes, j'ai fait des deals beaucoup plus gros, mais ça, c'était vraiment ma fierté, en fait. C'est vraiment une fierté, c'était d'avoir, créé cet écosystème où au début, ben, j'ai galéré, puis après je prenais un café avec une équipe et puis après en fait, j'ai passé 1 jour et demi par semaine, sur ce compte, là-bas, chez eux, dans leur bureau. Donc là, l'apprentissage, si tu le résumes, ce serait quoi? De pas avoir d'a priori, c'est ça? Pas avoir d'a priori sur des comptes qu'on dit que c'est difficile et que personne peut y arriver, bien Ouais, faire son état des lieux, heu, continuer la prospection, rien lâcher, et surtout en fait, jamais se dire que quand on a un super interlocuteur, ça suffit. Si on a un d'accord. super interlocuteur, il sera très content qu'on aille, rayonner partout dans le compte, savoir ce qui se passe, lui apporter des infos, l'avoir comme interlocuteur, principal, mais vraiment démultiplier toutes les actions. On peut pas se reposer sur une personne pour qu'elle fasse la vente, en fait. Ça suffit pas. Ouais, Ou alors ce sera surtout si plus cette une vente. surtout que cette personne peut changer d'entreprise, donc ça peut être problématique si on n'a Eh oui, qu'un contact dans la boîte. exactement. Très bien, écoute, et dernière question du coup, si tu peux inviter, quelqu'un dans le podcast, Yvan Smets. tu ouais, donc Yvan, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Yvan, j'ai connu Yvan chez BMC. C'est un mec incroyable. C'est un super vendeur, un super manager, un super tout, un super humain. Et je pense un super coach aussi. Il est passionné de vente, méthodo de vente. Je pense qu'il peut Ouais, apporter énormément. Euh, voilà. Et OK. tu m'as demandé la question contenu. Il y a un livre que je suis en train de lire, donc en anglais, qui est absolument génial parce qu'on rentre dans le milieu des très, très, très bons vendeurs américains.
avec quelqu'un qui pour moi juste le gourou absolu de la vente bien faite, qui est John McMahon, qui est au bord de certaines boîtes avec une préface, et je lis jamais les préfaces de David Charia, qui est chez MongoDB. C'est The Qualified Sales Leader. Si vous n'avez qu'un seul livre à lire, c'est celui-là. Il est génial, il se lit facilement. Euh, Ça vaut vraiment la peine. Bah écoute, je connaissais pas celui-là, donc je vais le mettre en En note du favori. podcast et on va le commander. Écoute, Caroline, merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci à toi pour l'invitation, c'était vraiment chouette. Ouais, si on veut te joindre, on peut te joindre sur LinkedIn, j'imagine. LinkedIn, perso et Hypercute First, les 2 fonctionnent, ou directement via le site web aussi. D'accord, donc vous avez compris, si vous avez des besoins d'internationalisation pour votre entreprise, ben, contactez Caroline, elle pourra vous aider, j'espère. Et puis n'hésitez pas à noter ce podcast 5 sur 5 sur Apple Podcast pour nous rendre visibles. Écoute Caroline, à très bientôt. Bon prochain mois. Là, on a le retour du soleil. On enregistre cet épisode fin du mois de mai. Donc ça va nous faire du bien, ce soleil, ce déconfinement. Donc profite bien de tout ça et à très bientôt. Merci Alexandre. Voilà, si l'épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast sur notre page Tipeee ou simplement mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je reste à votre disposition par mail ou LinkedIn si vous voulez me proposer un épisode sur un thème précis autour de la vente. Et enfin, si vous voulez tester un sprint de coaching de vente à travers notre technologie de vidéo training Vive, contactez-moi sur alexandre@vive.fr. VYFE.